La capitale gabonaise vit dans la psychose avec la délinquance juvénile qui prend de l'ampleur. Les bandits s'érigent en maîtres et les populations de Libreville ne savent plus à quel sens se vouer. Que fait le ministère en charge de l'Intérieur? Tentative de réponse dans une poignée de secondes seulement avec notre invité. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Décryptage sur Gabon 24. Aujourd'hui, nous recevons Edgar Adnissé Mboumbou Miyakou, ministre d'État gabonais, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, bienvenue à vous et merci de nous recevoir dans votre somptueux bureau. Je vous en prie. Monsieur le ministre d'État, vous me permettrez d'entrer de jeu. Après votre nomination, il s'est dit que vous avez un ministère du ciel et de la terre, de par son envergure et l'étendue de ses missions. Monsieur le ministre d'État, que répondez-vous à cela? Bon, écoutez, moi je voudrais simplement vous dire que le couplage, ou on peut appeler ça le jumelage de ce ministère, est du ressort exclusif du chef de l'État, de par son pouvoir discrétionnaire. Donc je ne saurais pas vous le dire pour l'instant, mais c'est lui qui a souhaité que ces deux ministères n'en font qu'un seul. Monsieur le ministre d'État, je vous invite à regarder justement un reportage qui retrace la vie à Libreville au Gabon en matière de sécurité, allais-je dire d'insécurité. On regarde. L'affaire de la personne qui a injecté un malade sous la barbe des médecins, infirmiers et autres agents de sécurité devrait interpeller sur l'état actuel de la sécurité dans les structures publiques. Parlons de ces quelques corps sans vie, retrouvés ci et là comme des trophées abandonnés dans plusieurs quartiers, certainement des œuvres du même groupuscule de personnes qui tuent et enfoncent un pieu dans les parties génitales de la victime. C'est autre cas d'un enfant à peine sorti de la puberté qui fomente un assassinat, je le cite. « Je partais voir comment les choses avancent dans la chambre et lorsque je remarquais qu'un couteau était tordu ou cassé, j'allais chercher un autre. » Fin de citation. Sans avoir été à l'université du crime, quel commentaire peut ou doit-on faire de ce récit? L'histoire de la jeune gabonaise du prénom de Cyrielle qui a tenu en haleine la République tout entière est la parfaite illustration de ce que les valeurs ont pris des congés dans certains quartiers de la capitale. Sinon, comment expliquer qu'à 21 ans, à l'heure où la vie commence à marquer le pas, que l'on puisse être capable de planifier et mettre à exécution un tel plan relevant ailleurs de la fiction? Si lire entre les lignes est désormais une obligation pour les plus aguerris, s'interroger est une nécessité, car dans les quartiers, il se dit que tout va mal. Mieux, au Gabon, la sécurité est une fable. L'on n'est plus en sécurité nulle part, dans le transport en commun, dans les lieux publics, dans les établissements, dans les domiciles, dans les carrefours, de jour comme de nuit et même devant les agents de police et de gendarmerie, aucun lieu n'est épargné. Le toupet des Bangando, comme on les surnomme affectueusement au Gabon pour désigner les bandits, donne des crises d'épilepsie au cerveau. Ils coupent et décalent dans la paix lorsqu'ils sont pris, ils disparaissent puis réapparaissent beaucoup plus futés et toujours prêts à servir le mal. Libreville, jadis ville paisible où l'on pouvait se promener jusqu'aux aurores, est devenu le terrain de jeu de jeunes personnes à peine sorties de l'adolescence qui se livrent à toutes sortes d'expériences funestes. Ceci nous oblige à nous interroger sur les missions de ces agents de sécurité dont les effectifs augmentent pourtant chaque année. Est-ce que le ministère de l'Intérieur prendra enfin la mesure de toute chose et tapera du poing sur la table pour dire « ça suffit » comme l'a fait le chef de l'État le 8 juin dernier parlant de tous les comportements déviants? Aujourd'hui, l'emprisonnement a montré ses limites. Les gens vont et viennent et reproduisent les mêmes choses. Quelles mesures réalistes prendre pour éviter le pire? Combien de morts faut-il compter? Combien d'insolites faut-il enregistrer pour que la question de la sécurité des personnes et des biens ne soit plus qu'un credo, mais une question au centre des préoccupations des plus hautes autorités? Ces faits n'ont-ils pas valeur d'alerte? Monsieur le ministre d'État, on a regardé ensemble justement cet élément. Bien sûr, vous apporterez des éléments de réponse, mais pouvez-vous nous rappeler les missions des agents de police? La police est essentiellement au service de nos compatriotes. Oui. La police est là pour maintenir l'ordre et la sécurité des biens des personnes. Succinctement, voici la mission de la police nationale dans un pays, et particulièrement dans le nôtre. Quel commentaire, après avoir regardé justement ces événements malheureux, tragiques, qui se sont déroulés à Libreville au Gabon? Écoutez, c'est un constat. C'est le même constat que nous faisons tous. Il y a une recrudescence du banditisme dans notre pays.
qui appelle les autorités que nous sommes à plus de rigueur, à plus de vigilance, pour qu'enfin nos compatriotes se sentent un peu plus en sécurité. C'est donc un fléau qui n'est pas unique au Gabon, qui est un fléau, je pourrais le dire, mondial, parce que c'est un fléau qui sévit particulièrement dans tous les pays en développement. Doit-on croire qu'il y aurait une négligence quand même? Parce qu'on parle des faits assez étranges, on parle de crimes quand même, on se dit il y a une police de proximité, il y a une certaine sécurité à Libreville au Gabon, mais avec ce que nous venons de regarder, comment le décrire? Aujourd'hui, en tant que ministre d'État, comment le ressentez-vous? Ce sont des familles endeuillées quand même, tout de même. Ce sont des familles endeuillées, je le reconnais et je compatis, ça c'est sûr. Mais il faut dire que la question de l'insécurité est une question transversale. La police de proximité, c'est une chose, mais peut-on faire de la proximité lorsque les rues ne sont pas suffisamment éclairées? C'est un autre domaine et qui ne dépend pas forcément du ministère de l'Intérieur. Êtes-vous en train de jeter la pierre sur les autres Non, départements ministériels? je ne jette pas la pierre sur les autres départements ministériels. Je suis membre du gouvernement, j'assume. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Mais je veux simplement dire que le ministère de l'Intérieur tout seul ne peut pas régler le problème de l'insécurité. À lui tout seul. Nous assumons parce qu'il y a absolument des efforts à faire du côté de la police nationale. Il faut que nous en convenions que beaucoup de choses restent à faire. Nous le savons. Mais je suis convaincu que ça ira dans le sens souhaité par nos compatriotes. Pour certains compatriotes, ce serait le même discours. Depuis de nombreuses années, quand on parle d'insécurité à Libreville au Gabon, le gouvernement gabonais parle toujours des efforts à faire, parle toujours des autres éléments liés justement à la sécurité. Mais quand on parle de sécurité, il s'agit tout de même de personnes. Il y a la police judiciaire, il y a cette police de proximité. Est-ce qu'aujourd'hui, un agent des forces de sécurité ne serait pas recruté et formé comme il faut pour intervenir, même sans qu'il n'y aurait, par exemple, tous les éléments qui y sont, tels que des lampadaires dans un quartier? Parce que là encore, il s'agit d'un autre aspect. Tout à fait. Non, je voudrais simplement, pour rebondir à votre question, d'abord rendre hommage à ces policiers, oui, notamment à la police judiciaire et même aux autres policiers, qui se battent pour essayer, je dis bien pour essayer, de rendre un peu plus conviviale la vie de nos concitoyens. Ce n'est pas une chose facile, il faut le reconnaître. La police judiciaire, vous pouvez parcourir notre quotidien national, vous comprendrez que d'énormes efforts sont faits. Mais la recrudescence du banditisme est telle que parfois, ces efforts sont comme une goutte dans un océan. Les efforts, la proximité, elle est nécessaire. Le chef de l'État m'a d'ailleurs instruit pour que la police soit de plus en plus proche. Vous me direz que c'est un discours qui revient régulièrement, mais nous pensons, nous restons convaincus que nous devons tout faire pour qu'il y ait au moins dans les quartiers sous-intégrés des postes de contrôle avancés. C'est quoi un poste de contrôle avancé? Pour être clair et pragmatique, c'est un conteneur que nous allons désormais implanter dans les quartiers sous-intégrés et que nous allons moduler en bureau pour que les policiers soient fréquents et puissent marquer leur présence dans ces quartiers. Le court, le moyen et le long terme, est-ce que vous parlez de projets qui se feraient peut-être en 2025? Non, je vous parle des projets. Là, c'est par exemple un projet à court terme, à très court terme. D'accord. Les délais? Les délais, je vous dis, dans 3-4 mois, ce sera visible. Ce sera visible. Une force de dissuasion. C'est une force de dissuasion. C'est une force de dissuasion parce que l'action de la police aujourd'hui, elle est d'abord préventive avant d'être réactive. Et donc, dans la prévention, nous pensons que nous devons être suffisamment dissuasifs avec ces postes de contrôle avancés. Parce que, si vous constatez bien, les commissariats de police, où est-ce qu'ils se trouvent? Dans les grandes artères. Oui. Mais dans les quartiers sous-intégrés, il n'y a pas de présence policière. Et c'est généralement dans ces quartiers sous-intégrés que le banditisme va crescendo. Monsieur le ministre d'État, je suis tenté de vous demander, oui, des mesures telles que celle-là, mais lorsqu'on jette un regard de façon plus précise, quel est l'état de nos forces de sécurité? Je parle du Gabon. En termes d'effectifs, en termes d'équipement, sommes-nous aux standards internationaux pour lutter efficacement contre l'insécurité au Gabon? Je vous pose la question parce que ce sont des hommes et des femmes qui, comme vous venez de le dire, font des sacrifices
un travail assez énorme, mais bénéficie-t-il véritablement de l'appui qui sied du gouvernement, dont vous êtes membre et d'ailleurs l'un des seuls ministres d'État? Sinon le seul. Très bien. Bon, je vous dirais que d'abord, la police nationale, c'est à peu près un peu plus de 7000 âmes. Oui. 7000 âmes. Dans ces 7000 âmes, il faut compter environ 74% d'hommes et à peu près 26% de femmes. C'est ça la police en général. Les recrutements qui s'y sont faits depuis plusieurs années, bon, moi, vous savez, je viens d'arriver au ministère de l'Intérieur. En tout cas, nous n'avons pas encore recruté depuis que je suis là. Mais nous pensons qu'il faut encore en recruter davantage. Je vous dirais simplement que, selon les normes internationales, c'est au moins un policier pour 100 habitants. Aujourd'hui, à Libreville, dans une grande agglomération comme celle de Libreville, nous en sommes à un policier pour 200 habitants. C'est ça d'abord le principe. Comment l'expliquer quand on voit bien sûr le taux de recrutement pour les forces de sécurité et de défense? Et d'ailleurs le gouvernement avait annoncé le gel des recrutements à la fonction publique, mais les forces de sécurité et de défense, donc la sécurité, le ministère de l'Intérieur, et j'ai envie de dire, ne seraient pas concernés par cette décision. Comment l'expliquer aujourd'hui au regard du taux de recrutement au niveau des forces de sécurité? On a comme l'impression que certains policiers ne seraient même pas affectés dans des postes, si ce n'est que la circulation, et vous me permettrez de vous titiller un peu de raquettage. Bon, venons-en au fait, on en arrivera au raquettage, comme vous le dites. Je voulais simplement vous dire que je ne sais pas si la police nationale a eu d'énormes recrues ces temps-ci. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour ma part, je voudrais m'appesantir sur le fait qu'il y a certainement eu des recrues ces derniers temps. Certainement que ces recrues n'ont pas souvent été faites dans les règles de l'art. Mais je pense, pour ma part, que les effectifs sont largement insuffisants. Largement insuffisants. Je vous ai dit tout à l'heure que les ratios donnaient un policier pour 200 habitants. Je vous parle de Libreville. Si on entre à l'intérieur du pays, ça va être un policier pour à peu près 300 habitants. Que voulez-vous qu'un policier fasse? Un policier sur un volume de 300 habitants. Nous devons aller dans le recrutement, davantage. L'État serait-il capable de payer ces nouveaux fonctionnaires, selon vous? Puisqu'on parle d'une crise quand même qui touche le monde et donc le Gabon avec. C'est toute la problématique, mais nous faisons un constat. Nous disons au gouvernement, on dit, vous avez la possibilité de recruter. Qu'on nous dise que nous avons la possibilité de recruter. À ce moment, nous verrons en fonction des possibilités de l'État ce que nous pouvons recruter comme personnel pour la police nationale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est une évidence, la police a besoin de renforts en hommes. Le personnel existant est totalement, comment dirais-je, ne peut pas gérer l'ensemble des problèmes qui se posent à notre pays sur le plan de la sécurité. Sont-ils bien formés, Monsieur le ministre d'État en charge de l'Intérieur? Oui. Edgar Anissé Moumoumi-Yakou, vous le savez, lorsqu'au Gabon, on parle d'insécurité, d'ailleurs les Gabonais se plaignent de ne plus se sentir en sécurité malgré la présence policière. Sont-ils bien formés aujourd'hui lorsqu'on parle de ces policiers? Y a-t-il de véritables enquêtes de moralité? Parce qu'on a vu vos prédécesseurs déshabiller certains, je le dirais dans un langage dico-sémantique, pour aider les Gabonais à comprendre. On a vu vos prédécesseurs déshabiller certains qui s'étaient rendus coupables d'actes de vandalisme, étant pourtant des représentants de la force publique et donc protecteurs de la loi. Sont-ils bien formés? Pour la formation, je pense qu'ils le sont. Ils ont la formation. Vous le pensez ou bien vous en êtes sûr? Écoutez, permettez-moi quand même, je viens d'arriver à la tête de ce ministère. Il y a à temps, peine vous êtes quelques jours. Ministre d'État. Oui, mais le ministre d'État n'a rien à voir. Je suis ministre d'État depuis que j'étais à la justice. Hein. Bien sûr. Bien. Donc, je vous dis simplement que. Et à la continuité du service public. Oui, bien sûr. Bien sûr. Le dossier ne devrait pas être nouveau pour vous, puisqu'il y a cette continuité du service public. Et donc oui, vous il y a avez une continuité du service public, mon cher ami. Mais il y a le fait que chaque ministre est responsable de son ministère. D'accord? Je n'étais pas responsable du ministère de l'Intérieur. J'étais en charge de la justice, uniquement.
Et Donc, aujourd'hui, l'action qui est posée le par passif et l'ensemble, l'actif l'action devient qui est votre posée par responsabilité. l'ensemble du gouvernement nous incombe à tous. Oui. C'est un fait. Le gouvernement est un et indivisible. Bien sûr. Mais il n'empêche que chacun est responsable de son pan que lui confie le président de la République et le Premier ministre. D'accord. Qu'avez-vous Donc, trouvé? Est-ce que ces policiers sont bien formés selon vous au regard du constat qui a été fait? Vous avez tout de Oui. même des collaborateurs autour de vous, des Tout à conseillers fait. qui Tout à sont en fait. charge de ces différents pans. Quand on parle de la police nationale en République gabonaise, sont-ils bien formés selon vous? Y a-t-il eu des rapports? Parce qu'en réalité, ce serait quand même assez extraordinaire que pour un petit pays d'environ 1 800 000 habitants, les mêmes problèmes se posent. Et quand on parle d'insécurité et d'incivisme, les agents de force de police nationale se retrouvent toujours au premier rang, si je ne m'abuse, certainement à la 5e place. écoutez, la formation, je peux vous assurer qu'ils l'ont, cette formation. Est-elle la bonne formation? Il suffit de les évaluer. Nous avons une difficulté également, c'est l'école de formation de police de Franceville qui est fermée et il n'y a plus que l'école de l'ESCAP de Libreville. Donc l'ambition que nous avons aujourd'hui, c'est d'essayer de rouvrir toutes ces écoles. Le chef de l'État était même allé plus loin parce qu'il souhaitait d'ailleurs créer dans le sud, précisément à Mayumba, je crois, une école des officiers de police. Bien. Cette école, nous espérons qu'elle voie le jour un jour. Dans le cadre de la formation c'est une chose. Mais la pratique sur le terrain, pour mettre en exergue la formation que vous avez suivie, c'en est une autre. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire que les policiers ne sont pas bien formés. Ils sont bien formés. Maintenant, vous avez des cas isolés, comme partout ailleurs. Et vous avez bien dit que mes prédécesseurs sont allés jusqu'à faire déshabiller certains. Mais ça va se poursuivre. Je peux vous dire que ce sera davantage. Parce que autant nous comprenons les difficultés que vit la police, mais autant nous savons qu'à l'intérieur de cette police gangrènent des policiers qu'il faut absolument extirper de cette police qui se veut digne et au service du peuple gabonais. Les policiers, dans leur ensemble, veulent une amélioration de leurs conditions de travail. Vous comprenez? J'ai fait le tour des commissariats de Libreville dès la prise de mes fonctions. Je me suis quand même rendu compte qu'il y a des difficultés, que les policiers vivent au quotidien un certain nombre de difficultés. C'est le devoir du gouvernement de répondre à un certain nombre d'attentes des policiers. Nous essayerons, je parle en tant que nouveau ministre de l'Intérieur, nous essayerons d'apporter des réponses à ces préoccupations. Nous n'allons peut-être pas résoudre tous les problèmes, mais l'objectif pour nous, c'est de commencer à apporter des solutions à ces problématiques. Le problème de la police, ce n'est pas parce que les policiers sont en manque de formation. Ils ont la formation nécessaire pour assumer les fonctions qui leur sont dévolues. Et le constat sur le terrain semble ahurissant pour les populations. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sera fait sur le court terme? Je dirais même à court, moyen et long terme. Le problème de rackettage se pose. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba avait tapé du poing sur la table il y a à peine un an encore, s'adressant à la population gabonaise dans une émission grand public. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sera fait sur le court, le moyen et le long terme, justement? Parlons de cette question de rackettage, par exemple. Bon, le rackettage, déjà, je vous dirais, nous allons apporter un début de solution. Pourquoi? Nous avons fait venir au moins près de 1000 gilets. Gilets que devront désormais porter les policiers qui seront affectés au contrôle des automobilistes. Les gilets avec un numéro, un identifiant bien précis, et non seulement l'identifiant, mais également le commissariat dont ils relèvent. Donc, désormais, lorsque les usagers de la route verront un policier qui n'est pas vêtu de ce gilet, ils ne sont pas obligés de s'arrêter. Parce que ce policier ne fait pas partie de ceux qui seront désormais affectés à cette tâche. C'est déjà pour essayer de résoudre ce problème de rackettage. Dès lors que vous êtes arrêté par un policier en gilet et qu'il vous soutire de l'argent, venez vous plaindre en donnant son numéro et le commissariat dont il relève. Immédiatement, nous mettons la main sur ce policier indélicat.
Mais là aussi, il faut rappeler quelque chose. Nos compatriotes se plaignent beaucoup. À tort, monsieur le ministre d'État? Peut-être pas à tort. Mais vous savez, se plaindre, c'est une chose. Mais les commissariats sont là. On vient déposer une plainte au commissariat. Ouais. Or, l'habitude chez nos compatriotes, on dépose une plainte et on s'en va. Non. Il faut suivre votre plainte. C'est ça. Lorsque le commissariat prend la peine de rappeler les plaignants, c'est toujours « Non, 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 j'ai déjà déposé ma plainte au commissariat. Moi, je ne reviens plus. Je vous laisse faire votre travail. » Vous comprenez? C'est toute notre difficulté. Et aujourd'hui, monsieur le ministre d'État, vous évoquez la question liée à ces gilets pour essayer de réguler la problématique liée au raquettage. Oui. Permettez-moi de le dire de façon plus simple pour la bonne audition de tout le monde. Mais est-ce que cela va résoudre le problème lié à la verbalisation qui sera uniquement réservé à ce type d'agent, puisqu'il a été difficile, et il est difficile au Gabon, de voir un agent qui porte son numéro matricule, de façon à être identifiable et identifié dès lors qu'une infraction peut être posée par ce dernier? C'est justement cela. Je vous disais que c'est un début de solution. C'est peut-être pas la solution idoine, mais c'est un début de solution. Lorsque vous avez un agent verbalisateur qui ne porte pas de gilet, sans numéro, eh bien, ce n'est pas un agent qui a été affecté à cette mission qu'est le contrôle des automobilistes. Non. Il nous revient que l'inspection justement de la police procède désormais à des sanctions. Et je dis des sanctions fortes, allant même jusqu'à la radiation. Oui. Réalité ou utopie, monsieur le ministre d'État? Non pas utopie, mais véritable réalité. Simplement que pour qu'on en arrive parfois à ces sanctions extrêmes, mais ça prend un temps. Les textes actuels obligent le chef de l'État, vous imaginez, à signer la radiation d'un policier. Je vais présenter très prochainement au gouvernement une reformulation dans le sens d'autoriser le ministre de l'Intérieur à procéder à la radiation des policiers. Ça ira plus vite. Vous imaginez la charge de travail du chef de l'État? Donc parfois, ça prend un peu de temps. Ce reste la solution, la radiation? Est-ce que ce ne serait pas un aveu d'échec quand nous le disions en entrée d'émission, qu'il y aurait peut-être un problème d'enquête de moralité au niveau du recrutement et autres? Est-ce que ce ne serait pas une fuite en avant, justement? Non, ce n'est pas une fuite en avant. Vous savez, que vous ayez été recruté avec ou sans enquête de moralité, vous avez une mission. Oui. Vous avez une mission. Lorsque vous n'accomplissez pas votre mission de façon correcte, vous êtes sanctionné. Encore que c'est meilleur avec l'enquête de moralité. Oui, bien sûr. Nous allons nous appesantir pour les prochains recrutements sur des enquêtes de moralité. Et j'y veillerai personnellement. Ça, c'est une chose. Je ne veux pas affirmer ici que les anciennes recrues n'ont pas bénéficié de ces enquêtes de moralité. Ce serait peut-être aller trop vite en besogne. Mais je veux simplement vous rappeler que l'enquête de moralité est certes nécessaire, mais ce n'est pas celle qui fait d'un policier le meilleur policier. Merci, monsieur le ministre d'État. Je précise et rappelle pour les téléspectateurs que nous recevons aujourd'hui Edgar Anissé Mboumbou-Miakou, ministre d'État gabonais, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, qui a accepté notre invitation. Nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement pour la deuxième partie de cette émission. D'ores et déjà, monsieur le ministre d'État, je vous demanderai encore de regarder avec nous cet élément qui retrace bien le quotidien désormais des populations gabonaises, puisque nous allons aborder une autre question importante liée à la délinquance juvénile. Aujourd'hui, des adolescents se retrouvent confrontés justement à une telle situation au Gabon. On regarde. L'affaire de la personne qui a injecté un malade sous la barbe des médecins, infirmiers et autres agents de sécurité devrait interpeller sur l'état actuel de la sécurité dans les structures publiques. Parlons de ces quelques corps sans vie, retrouvés ci et là comme des trophées abandonnés dans plusieurs quartiers, certainement des œuvres du même groupuscule de personnes qui tuent et enfoncent un pieu dans les parties génitales de la victime. C'est autre cas d'un enfant à peine sorti de la puberté qui fomente un assassinat, je le cite. « Je partais voir comment les choses avancent dans la chambre et lorsque je remarquais qu'un couteau était tordu ou cassé, j'allais chercher un autre. » Fin de citation. Sans avoir été à l'université du crime, quel commentaire peut
Où doit-on faire de ce récit? L'histoire de la jeune Gabonaise du prénom de Cyrielle qui a tenu en haleine la République tout entière est la parfaite illustration de ce que les valeurs ont pris des congés dans certains quartiers de la capitale. Sinon, comment expliquer qu'à 21 ans, à l'heure où la vie commence à marquer le pas, que l'on puisse être capable de planifier et mettre à exécution un tel plan relevant ailleurs de la fiction? Si lire entre les lignes est désormais une obligation pour les plus aguerris, s'interroger est une nécessité, car dans les quartiers, il se dit que tout va mal. Mieux, au Gabon, la sécurité est une fable. L'on n'est plus en sécurité nulle part, dans le transport en commun, dans les lieux publics, dans les établissements, dans les domiciles, dans les carrefours, de jour comme de nuit, et même devant les agents de police et de gendarmerie, aucun lieu n'est épargné. Le toupet des Bangando, comme on les surnomme affectueusement au Gabon pour désigner les bandits, donne des crises d'épilepsie au cerveau. Ils coupent et décalent dans la paix lorsqu'ils sont pris, ils disparaissent puis réapparaissent beaucoup plus futés et toujours prêts à servir le mal. Libreville, jadis ville paisible où l'on pouvait se promener jusqu'aux aurores, est devenue le terrain de jeu de jeunes personnes à peine sorties de l'adolescence qui se livrent à toutes sortes d'expériences funestes. Ceci nous oblige à nous interroger sur les missions de ces agents de sécurité dont les effectifs augmentent pourtant chaque année. Est-ce que le ministère de l'Intérieur prendra enfin la mesure de toute chose et tapera du poing sur la table pour dire « ça suffit » comme l'a fait le chef de l'État le 8 juin dernier parlant de tous les comportements déviants? Aujourd'hui, l'emprisonnement a montré ses limites. Les gens vont et viennent et reproduisent les mêmes choses. Quelles mesures réalistes prendre pour éviter le pire? Combien de morts faut-il compter? Combien d'insolites faut-il enregistrer pour que la question de la sécurité des personnes et des biens ne soit plus qu'un credo, mais une question au centre des préoccupations des plus hautes autorités? Ces faits n'ont-ils pas valeur d'alerte? Deuxième partie de cette émission, décryptage sur Gabon 24. Nous recevons aujourd'hui le ministre d'État gabonais, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux, Edgar Anissé Mbumbou Miyako, qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre d'État, pour cette deuxième partie de cette émission, vous avez regardé avec nous et avec les téléspectateurs ce sujet pour une énième fois. On l'a vu. Il faut évoquer justement le cadre des infractions. De plus en plus, l'on retrouve des adolescents. Qu'est-ce qui est fait, Monsieur le ministre d'État? Ce sont des adolescents, des enfants, qui se retrouvent dans des situations assez compliquées. On parle de délinquants juvéniles. Qu'est-ce qui est fait, Monsieur le ministre d'État? Très bien. En tout cas, je vous remercie de me donner l'occasion de rebondir sur une préoccupation importante. Importante pour notre pays. Vous parlez bien de délinquance juvénile. Ça veut dire que nous nous adressons là aux mineurs. Mais on ne peut pas parler de délinquance juvénile en omettant la responsabilité parentale. Il y a une démission des parents que nous devons absolument faire comprendre à tout le monde que les parents sont les premiers responsables de cette délinquance. La police ne peut qu'intervenir lorsqu'il y a un problème. Le problème est posé. Mais en amont, c'est l'éducation que nous donnons à nos enfants. Lorsque moi, père de famille, je rentre le soir, fatigué, certes, mais je ne m'assure pas que toute ma progéniture, du moins celle qui est mineure, est bien à la maison. Et que je ne prenne pas la peine de fermer ma maison pour que personne ne sorte pour aller se livrer à des actes de vandalisme. Eh bien, je suis responsable au premier chef, au même titre que l'enfant qui pose des actes et qui soit contraire à l'éthique que nous souhaitons et que nous appelons tous de nos voeux. Donc le problème de la délinquance juvénile n'est pas un problème du ministère de l'Intérieur seul ou de la police nationale. C'est un problème sociétal. Et là, j'interpelle tous les Gabonais, tous ceux qui ont des enfants mineurs, pour dire la nation a besoin de ses enfants. La nation a besoin que demain, cette catégorie de Gabonais soit aux commandes de notre pays. Mais pour cela, il faut qu'ils soient responsables. Et les enfants, ils n'ont pas l'éducation nécessaire, eh bien, nous nous retrouvons dans tous les travers de notre société. Cela ne veut pas dire
que la police n'a rien à faire. Non. Nous pensons que de plus en plus, il faut que la police soit présente, notamment aux abords des établissements scolaires. Il ne se passe pas un jour sans qu'un parent ne soit anxieux après avoir déposé son fils à l'école pour savoir est-ce que je le retrouverai dans l'état où il est parti de la maison. C'est une préoccupation de tous les parents. Mais la police, là, ne peut jouer qu'un rôle préventif. Nous pouvons être aux abords des établissements scolaires, nous pouvons être à l'entrée. Et lorsque nous allons commencer à faire la fouille des enfants, ce sont les parents qui viendront se plaindre que les droits de l'homme sont bafoués. Les enfants sont fouillés jusque dans leur intimité. Mais oui, monsieur, nous allons en arriver là. Parce que nous devons protéger cette catégorie de Gabonais. Et la police sera présente à l'entrée et aux abords, au moins des grands établissements. Nous ne pouvons pas être dans tous les établissements de la capitale, ce n'est pas possible. Les effectifs nous manqueraient. Mais nous ferons l'effort d'être au moins présents pour décourager justement tous ces bandits de grand chemin qui viennent aux abords de nos établissements pour perturber nos enfants. Oui, monsieur le ministre d'État, vous n'êtes peut-être pas le ministre de l'Éducation nationale, mais est-ce qu'avec vos collègues du gouvernement, il y a une stratégie qui est mise en place? Vous le savez, des jeunes se retrouvent justement aux abords des établissements parce que parfois il y a des zones de distraction dédiées aux adultes, mais ces enfants se retrouvent dans ces endroits. Est-ce que la police justement de proximité, ou cette police que vous mettrez davantage aux abords de ces établissements, aura le quitus d'interpeller ces enfants? Qu'est-ce qui est fait au sein du gouvernement? Ce que vous dites est fondé. Nous constatons tous qu'aux abords des établissements, il y a des débits de boissons. Certains établissements, je voudrais dire. Mais le rôle de la police, justement, c'est de fermer immédiatement ces débits de boissons. On ne peut pas, justement, mettre en place un débit de boissons aux abords d'un établissement scolaire. C'est interdit. Nous veillerons à ce que ces débits de boissons soient fermés, non pas en matinée où il y a cours, mais définitivement, qu'ils aillent s'implanter ailleurs, et non pas aux abords des établissements. C'est vous dire qu'il y a une stratégie commune avec les départements de l'éducation nationale et même de l'enseignement supérieur. Nous nous retrouvons généralement, au moins tous les 15 jours, pour faire une évaluation. Le constat est difficile. Le constat est difficile. Nous allons profiter justement de ces vacances scolaires pour mettre en place une stratégie qui puisse accompagner nos jeunes apprenants dès la rentrée scolaire prochaine. Là encore, il faut le souligner, il y va aussi de l'éducation qu'a reçu chaque enfant. Lorsque les cours sont terminés et que moi je veuille aller dans un bistrot, même s'il n'y a plus de bistrot aux abords du lycée, mais que j'aille dans un bistrot plutôt que de rentrer à la maison, là la police ne peut pas veiller à tout ça. Voilà les difficultés que nous rencontrons. Donc, nous sommes tous interpellés, tous les citoyens interpellés face à ce phénomène qui devient de plus en plus grandissant. Est-ce que le gouvernement gabonais n'aurait pas démissionné face à ce phénomène, face à cette responsabilité en ce qui concerne la préservation de cette jeunesse gabonaise, puisque sur la table du législateur, il n'existe aucun texte qui empêcherait à un agent des forces de police nationales d'interpeller un enfant qui se retrouverait dans un bar? Écoutez, pour que la police reconnaisse un élève dans un bar, il faut d'abord qu'il le connaisse en tant qu'élève. Vous avez des élèves qui sont dans des uniformes, vous avez des élèves qui vont dans des bars, qui enlèvent, qui prennent le soin d'enlever l'uniforme. Ailleurs, il faut avoir un certain âge, donc présenter une pièce d'identité. Pourquoi il n'y a pas de contrôle de la police, par exemple, pour préserver cette jeunesse, pour lutter contre la délinquance juvénile? Je comprends. Vous imaginez bien. Ce sont certainement des actions à mettre en œuvre. Oui. Mais est-ce que vous imaginez que tous les bistrots que compte notre capitale, il faut qu'il y ait un policier à l'intérieur? C'est irréalisable. Bien sûr. C'est irréalisable. Nous ferons l'effort d'être le plus souvent dans les bistrots qui jonchent les abords de nos établissements scolaires pour essayer d'endiguer ce phénomène. Mais nous ne pouvons pas prendre l'engagement ici ferme. Et là, je vous dis que ce n'est pas du tout une démission du gouvernement. Le gouvernement est conscient de la situation. Le gouvernement essaie de voir comment arriver à mettre fin à cette situation qui prévaut dans notre pays.
Ce sont des pistes de solutions que je vous égrène. Il suffit maintenant de les mettre en musique, mais nous avons fort espoir que la prochaine rentrée scolaire, la présence dissuasive des forces de l'ordre fera en sorte que de moins en moins des cas de délinquance juvénile nous seront signalés. Monsieur le ministre d'État, la police, le policier, cet agent des forces de police nationale, cet agent de sécurité pour les biens et les personnes est un père de famille. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de meilleures conditions de vie et de travail pour ces derniers? Il suffit d'aller dans certains camps de police pour constater l'état de vétusté de leur logement, par exemple. Qu'est-ce qui est fait à court, moyen et long terme pour ces pères de famille? Ce sont des Gabonais. Bon, écoutez, moi, je vous dirais très clairement, de façon pragmatique, que c'est un tableau très sombre. En parlant des logements, des personnels, des forces de sécurité. Il va sans dire que les logements tels que nous les voyons actuellement posent beaucoup de problèmes. Oui. Mais le gouvernement a l'ambition, je dis bien à l'ambition, de remédier à ces difficultés que rencontrent nos policiers. Là, vous me direz que nous allons encore rentrer dans un cycle infernal de promesses. Mais non. C'est vous qui le dites. Non, mais tout à l'heure, vous avez évoqué la situation. C'était une question. Voilà. Je vous dis, nous allons faire l'effort. Là encore, vous connaissez la situation financière du pays. Il n'y a pas que la police. Nous avons énormément de problèmes dans tous les secteurs. Mais l'option du gouvernement, c'est d'aller de plus en plus vers les partenariats publics-privés. Nous avons 2 ou 3 dossiers sur la table. Nous essaierons de voir dans quelle mesure ces partenaires privés peuvent nous accompagner justement à faire en sorte que la vie du policier soit nettement améliorée. Cela va par la construction des camps de police, par la réfection des commissariats de police, pour ne pas dire la construction de nouveaux commissariats, s'il y a une possibilité de le faire. Mais toujours est-il que l'environnement du policier doit absolument, je dis bien absolument, être revu. Et là, vous parlez de son domicile. Mais qu'en est-il, justement, du lieu de travail, de cet agent de police? Vous parlez de la réfection, certainement des commissariats. Mais aujourd'hui, le constat semble être le même. À travers le Gabon, et même, quand on dit le Gabon, on parle de la capitale politique en première, mais également la capitale économique. Le constat, c'est le même, monsieur le ministre d'État. Le constat est le même. Qu'est-ce qui va être fait? Le constat est le même, mais je vous ai dit. Ils prennent des risques pour la sécurité des personnes et des biens. Voilà, je suis bien content que vous le reconnaissiez cette fois-ci. Ils prennent des risques. Mais le constat, c'est que nous devons faire un effort pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. C'est ça le constat. Maintenant, je vous disais tout à l'heure, je vais parler de commissariat, ce sont des conditions de travail. Oui. Mais les conditions de vie également ne sont pas laissées pour compte. Nous avons également l'ambition de refaire des camps de police, je vous ai dit, pour que les policiers soient bien logés. Le policier a l'obligation d'être dans un camp, d'y vivre avec ses frères d'armes, plutôt que d'habiter dans des quartiers populaires. Parfois sans eau ni électricité dans ces camps, malheureusement, monsieur le ministre d'État. Oui, nous savons que les conditions sont parfois difficiles, nous le reconnaissons. Je peux vous dire que nous prenons l'engagement de les améliorer. C'est un engagement ferme du gouvernement. Nous y arriverons. Ça, j'en ai la ferme conviction. La régulation en matière de sécurité à Libreville n'est constatable que dans les grandes artères. La plupart du temps dans les quartiers UP. Mais il suffit d'aller à Kingele, par exemple, en Kembo, dans le 2e arrondissement de Libreville, pour constater que là-bas, il n'y a parfois pas de représentativité de forces de l'ordre. Comment l'expliquer? Est-ce qu'il y a une justice et une sécurité pour une catégorie de Gabonais, et puis pour une autre, elle doit peut-être user d'une sécurité populaire, sinon se faire justice elle-même? Non, pas du tout. Je vous ai dit à l'entame de mon propos que certains quartiers sous-intégrés manquaient de présence policière. Pourquoi? C'est une évidence. Mais parce qu'on ne peut pas construire un commissariat dans tous les quartiers. Ce n'est pas possible.
Aujourd'hui, les Il n'y seuls a pas de commissariats... commissariat à Libreville au Gabon à 2 pas de la Cour constitutionnelle, mais pourtant il y a des agents de police qui sont là, en plein carrefour, parfois de nuit comme de jour. Je vous ai dit que l'ambition du gouvernement aujourd'hui, à travers le ministère de l'Intérieur, c'est de faire en sorte que nous ayons des postes de contrôle avancés. Ces postes de contrôle avancés seront implantés dans la plupart des quartiers sous-intégrés pour qu'une présence policière soit de plus en plus visible. Vous comprenez? Et je vous ai pris une métaphore, je vous ai dit, c'est un conteneur qu'on aménage et à l'intérieur, on mettra des policiers avec des bureaux. L'essentiel, c'est que nos concitoyens pensent et comprennent que l'État ne les abandonne pas. Il y a une présence. Ça, ce sont des actions, je vous ai dit, à très court terme, qui vont se faire. Donc, prenez-nous au mot. Dans quelques temps, on en reparlera. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui sera mis en place de façon à ce qu'il y ait un contact, une communication véritable entre l'autorité en charge de cette police, de cette sécurité des personnes et des biens, et puis les populations? Il y a comme ce vide, justement, ce manque de communication. On peut se retrouver dans un quartier sans savoir même comment faire si l'on se sent en danger à Libreville au Gabon. Comment l'expliquer? Comment faire, c'est trop dire. Mais il faut aussi dire que nos compatriotes ont pris l'habitude de ne pas se plaindre. Ils ne se plaignent pas. Pour que nous soyons au courant que dans tel quartier, il y a eu un cas de vandalisme qui s'est produit, il faut que les citadins viennent se plaindre à la police. Mais lorsque vous n'avez pas de plainte, comment voulez-vous que la police réagisse? Donc, amenons d'abord nos compatriotes à avoir cette habitude d'aller déposer des plaintes et de suivre régulièrement l'évolution de cette plainte. Parce que la plainte ne s'arrête pas au commissariat. Les policiers prennent les malfrats, mais ils les transmettent aux tribunaux. C'est donc la procédure qui se poursuit au niveau du tribunal. Mais lorsqu'au niveau du tribunal, nous n'avons plus trace des plaignants, qu'est-ce que nous faisons? Mais nous relâchons ces gens-là. Et puis, on est surpris de les revoir en ville alors qu'on les a arrêtés il y a quelques jours. Mais c'est aussi par nous-mêmes. C'est de notre fait. Donc, c'est une question de culture également. Le commissariat est là, non pas pour enregistrer uniquement les plaintes, mais également pour donner des suites à ces plaintes. Et il faut que nous prenions l'habitude de suivre nos plaintes jusqu'au tribunal pour qu'elles aboutissent soit à une condamnation, soit à une relaxation. Monsieur le ministre d'État, vous me permettrez de vous titiller avant ma prochaine question. Oui. Il n'y a que, quand on parle du tribunal, la force publique peut se porter partie civile face à une affaire, surtout quand elle touche au bien-être et à la sécurité des populations. Est-ce qu'il y a également une défaillance au niveau du ministère public, finalement, doit-on croire? Parce qu'un plaignant peut disparaître, mais le ministère public peut se porter, justement, partie civile plaignante, allais-je dire, dans une affaire. Surtout s'il s'agit de quelqu'un qui se serait rendu coupable d'un crime. Oui, mais il faut qu'il ait avoué ce crime. Il faut que le ministère public... D'où l'enquête. Mais Le voilà. ministère public. Mais justement. Y aurait-il des démissions? Mais il n'y a pas de En démission. matière de responsabilité Pas du judiciaire? tout, pas du tout. Mais vous savez, nos prisons aujourd'hui sont jonchées de pas mal de criminels. Ça veut dire que les enquêtes aboutissent. Les enquêtes aboutissent. Mais nombreuses sont les enquêtes qui n'aboutissent pas du fait des plaignants. Parce que lors d'un incident dans un lieu donné, il faut que la police ait par devers elle une plainte pour ramener l'ordre. Mais lorsqu'on vient déposer simplement la plainte et on disparaît, il est difficile, et ne vous étonnez pas de retrouver ce même indélicat dans les rues de Libreville. Parce que la plainte n'a pas abouti au tribunal. Justement, monsieur le ministre d'État, lutter efficacement contre l'insécurité suppose l'aboutissement diligent des affaires au tribunal. Oui. Mais il va sans dire que les mêmes délinquants entrent et sortent rapidement parfois de prison pour recommettre les mêmes forfaits. On a l'impression que vous ne semblez pas faire votre travail. Sinon, que la justice elle-même ne semble pas faire son travail. Parce que des affaires parfois tardent avant qu'un jugement ne soit prononcé. Des gens sont placés sous mandat de dépôt sans qu'il y ait une suite pour différentes affaires. Que dire? Mais vous reprenez là
ma préoccupation. Vous savez, le juge, je ne suis pas juge, mais je sais que lorsqu'on place quelqu'un sous mandat de dépôt, c'est dans le cadre de la manifestation de la vérité. Mais il ne peut pas être indéfiniment placé sous mandat de dépôt. Ouais. Vous comprenez? On revient à ce sempiternel problème, les plaintes ne sont pas suivies. Le juge vous place sous mandat de dépôt parce qu'il estime que vous devez rester là pour permettre à l'enquête de se poursuivre. Mais une enquête, ce sont des témoins, ce sont des faits. Le juge ne statue que sur des faits. En l'absence des faits, que fait le juge? Il relaxe l'intéressé. Voilà pourquoi, à certains moments, nos compatriotes se disent « on l'a arrêté hier, subitement, il y a un mois, il est dehors ». Mais il est dehors parce que vous n'avez pas suivi votre plainte. C'est vous qui devez venir devant le juge pour dire « voici ce que nous lui reprochons, voici ce qui s'est passé, nous avons les preuves de ce que nous disons, et vous les apportez au juge, afin que ce dernier tranche en son âme et conscience. » Or, très souvent, on dépose la plainte, on s'en va. Parfois, on a peur, je comprends, des représailles. On se dit, si je poursuis, si on me voit là-bas, ben, qu'est-ce qu'on ne me fera pas demain dans le quartier? Non. Je crois que pour donner de la force à l'action que nous menons, il faut que tous les citoyens soient impliqués. Du premier au dernier. Monsieur le ministre d'État, avant de vous demander de conclure justement cette émission, je me permettrai de vous titiller un tout petit peu quand même. On parle de prison, le milieu carcéral aujourd'hui, parlant de sa population, explose. Est-ce qu'il y a justement quelque chose qui sera fait dans ce sens? Il y a eu des promesses. Prison au niveau de Kolntang, le terrain existe, mais la prison n'existe pas. Où sont passés les fonds? Y a-t-il eu détournement? Je vous en prie, que dire? Non, rassurez-vous, déjà, vous ne me titillez pas. C'est une question hautement importante que vous posez. Notre pays a besoin d'une prison aux normes internationales aujourd'hui. Dire qu'il y a eu un détournement de fonds, je ne saurais l'affirmer. C'était une question. Oui, non, vous avez dit qu'il y a eu des détournements de fonds. Je vous dis, je ne saurais l'affirmer. Parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu d'argent décaissé pour la construction de la prison de Kolntang. Un ancien Premier ministre avait déclaré, justement, il y a quelques années, que cette prison existerait. Monsieur le ministre d'État. Bon, mais aujourd'hui, nous avons fait le constat tous, vous et moi, qu'il n'y a pas de prison de construite. D'accord. À ma connaissance, il n'y a pas eu de fonds dégagés pour la construction de cette prison. Oui. Ça, je suis clair là-dessus. Mais il va sans dire que le gouvernement a l'obligation de construire une nouvelle prison, pour Libreville au moins. Et l'ambition que nous avons, c'est d'essayer de réhabiliter les prisons de l'intérieur du pays. Mais là encore, nous sommes obligés de nous retourner vers des partenaires privés, dans le cadre du partenariat public-privé. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'a pas suffisamment de ressources nécessaires pour construire ces prisons qui coûtent extrêmement cher. Mais c'est une ambition. Et nous espérons qu'avec les discussions que nous avons entamées depuis l'année dernière, pour lesquelles nous rendons compte régulièrement au chef de l'État, nous sommes sur la voie, certainement, de pouvoir aboutir à quelque chose de concret. Donc, croisons les doigts et puis battons-nous. Nous avons fort espoir que ça va arriver. Monsieur le ministre d'État, insécurité au Gabon, quelle stratégie efficace de lutte? Votre mot de la fin. Bien, je dirais simplement que nous allons nous atteler à faire en sorte que cette police soit réellement une police nationale, c'est-à-dire au service de la nation tout entière. Les policiers ont besoin d'être accompagnés. C'est l'objet de la mission que m'a confiée le chef de l'État et le Premier ministre. Nous avons un certain nombre de problèmes qui sont sur notre table, pour lesquels nous essaierons d'apporter des solutions. Mais nous pouvons rassurer la communauté nationale que les policiers ont l'ambition d'être réellement au service de leurs concitoyens dans notre pays.
Merci à vous, Edgar Anissé Mboumoumouyakou. Je rappelle que vous êtes le ministre d'État gabonais, ministre de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux. Merci de nous avoir reçus pour ce numéro de l'émission Décryptage sur Gabon 24. Sachez que vous pourrez suivre ce programme en streaming sur YouTube et Facebook Gabon 24, mais également sur Twitter, @TV Gabon 24. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec un autre invité dans le cadre de l'émission Décryptage sur Gabon 24. Certainement la même présentation, peut-être pas le même décor. Au revoir.